meu e vosso este fado. Destino que nous amarra. L'immigration portugaise en France a commencé de manière significative dans les années 1960-1970. Cette période a marqué la plus grande vague d'immigration portugaise, principalement motivée pour des raisons économiques et politiques, notamment avec la dictature de Salazar au Portugal. Les premiers Portugais sont venus majoritairement pour travailler dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie à Michelin dans notre région. En ce qui concerne le personnel ouvrier, les nécessités de la production nous ont amenés à recruter un nombre important de personnels immigrés, principalement ibériques, disons même portugais actuellement. Cette communauté s'est progressivement intégrée tout en maintenant des liens forts avec sa culture d'origine. Aujourd'hui, la communauté portugaise représente l'une des plus importantes communautés étrangères en France. À Blanza, les activités agricoles de vignes et de petit élevage, qui avaient jusque-là fait vivre la commune, étaient à l'agonie. Les maisons de bourg anciennes, abandonnées de longue date par leurs propriétaires, s'effondraient les unes sur les autres, encombrant les rues de gravats. En s'installant à Blanza, les familles portugaises ont contribué à donner une autre perspective d'évolution. Ils ont transmis et apporté une nouvelle culture à notre commune, permettant de rendre la ville si riche aujourd'hui, que ce soit dans le milieu associatif et culturel. Je me rends compte de la chance que j'ai finalement d'être de parents immigrés mais qui nous ont transmis la culture. Maintenant, j'ai travaillé beaucoup, maintenant ils travaillent les autres pour moi. Bien sûr. Je fais tout ce que j'ai fait moi dans ma vie. Oh là 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 là. La grande majorité des Portugais qui sont venus s'installer sont venus fin des années 60 et début des années 70 pour échapper à la dictature portugaise qui était la plus ancienne dictature européenne, donc qui est tombée en 1974. En 2024, on fêtait donc les 50 ans de la Révolution des œillets, puisque c'est comme ça que la chute de ces dictatures s'est nommée par la suite. Dentro de ti a cidade. Chômage en deçà, travail au-delà, il y a toujours des Pyrénées. Ce train qui vient d'Espagne et même de plus loin du Portugal amène sa cargaison de travailleurs. Ils rejoindront sur les chantiers, le long des autoroutes, dans les usines, des ouvriers qui, avant eux, ont fait le même chemin ou sont venus d'Afrique du Nord et d'abord d'Algérie, d'Afrique noire aussi. Leur pays les exporte, exportant du même coup leurs problèmes économiques, sociaux, politiques peut-être. Mais il est vrai aussi qu'ils sont indispensables à l'expansion française, que sans eux, les salaires étant ce qu'ils sont, et la technique en France ce qu'elle est, de grands travaux en cours ne pourraient être poursuivis, de grandes ou de petites entreprises ne pourraient fonctionner, et qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, les soutiers des pays riches. 3 500 000 immigrés ont ainsi cherché en France ce gagne-pain que leur patrie ne leur offrait pas. Souvent leurs femmes et leurs enfants les ont suivis. Certains avaient des contrats en règle, comme ceux-ci, d'autres pas. Clandestins, à vrai dire, connus de tout le monde, mais si utiles, si prêts à accomplir pour les plus bas salaires les travaux les plus durs que longtemps on a fermé les yeux. Alors certains ont un emploi et d'autres pas. On compte 1 700 000 travailleurs actifs sur les 3 500 000 immigrés qui vivent en France. Et vous espérez quoi? On espère que ce sera mieux qu'au Portugal. Quand Michelin a voulu recruter de la main-d'œuvre étrangère parce qu'il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre ici en France et qu'il est allé au Portugal pour chercher cette main-d'œuvre-là, il avait au préalable étudié un peu la région et la typologie de la région. Et il avait choisi aussi cette région-là pour aller chercher une main-d'œuvre portugaise parce que justement elle était proche
et que l'intégration serait de fait plus facile de se retrouver dans une région où les modes de vie sont assez similaires à la région dans laquelle il venait. On est parti chez moi en taxi avec toutes les valises et 5 gamins, 5 enfants. Et puis en arrivant à la gare, il y a eu quelqu'un de la gare du train qui s'est occupé de mettre les valises tout dans le train, ne s'est pas occupé. En arrivant à la frontière de Villa Formoso, il allait regarder les passeports. Bon, ça a été tout bien. On arrivait un peu plus loin, peut-être au milieu d'Espagne, et on a eu une inspection pour voir si on avait été bien, si on était malade, ou si ça a été bien comme c'est marqué sur mes papiers. Ils nous ont demandé nos passeports, nos papiers et tout. Bon, ça a été tout bien. Ils nous ont donné à manger. Là. Après, on continuait, on a pris le train, on a continué, mais c'est eux qui s'occupaient des valises et tout, c'est pas moi. Et on est venu juste à Andaia. Andaia, ils m'ont de nouveau tamponné le passeport. Je sais que vous allez, à quelle heure vous arrivez, tout ça. Bon, ils nous ont donné une casse-croûte pour arriver à Bordeaux. Arrivé à Bordeaux à 2 heures du matin, avec 5 petits. Et après, il y a les gendarmes qui sont venus chercher les petits, qui dormaient sur du banc en bois. Et moi, je ne voulais pas. Moi, je tirais d'un côté pour pas qu'ils me les amènent. Mon mari les laisse les faire, ils viendront les amener, Ils sont venus nous amener, ils nous ont fait dormir jusqu'à telle heure parce qu'ils savaient, ils avaient l'horaire qu'on partait pour la France. Ils sont venus nous amener, une belle casse-croûte, et ils nous ont mis dans le train et tout ça. Et les valises, ça a été le train qui partait pour Paris. Il y a un autre qui nous a amenés pour Clermont. On est arrivé à Clermont, son patron de mon mari devait y être, il n'était pas. Mon mari est parti à pied, il a fait peut-être une heure de chemin, je ne sais pas combien de temps qu'elle a fait. Il m'a laissé avec toutes les valises dehors de la gare à la SNCF, à Clermont, avec toutes les valises, mais un tas de valises, et 5 gamins. Ils pleuraient tous, ils ne savaient pas où c'est qu'ils se trouvaient. Moi, je ne comprenais pas un mot, j'ai jamais entendu en parler en français. Puis après, son patron est venu avec une DS, il m'a embarqué tous dans la DS, et une petite camionnette pour amener les valises. Et il nous a amenés à Serre. Quand j'ai arrivé à Serre, avec ma maison, je voulais partir au Portugal. Parce qu'au Portugal, j'avais une maison pleine de tout, toute neuve, qu'on fait quand on s'est marié. Et là, ça a été une vieille baraque qui était en réparation. Et mon mari n'a pas fini de la réparer. Qu'il avait acheté avant que je vienne ici. Et mon père est parti, je pense, pour le rêve, comme beaucoup de Portugais. Et le rêve, il l'a réalisé, puisque son rêve, c'était que sa famille, surtout ses enfants, soient heureux. Et il a réussi parce que nous, on a été les plus heureux du monde. Je dis encore merci à mon père. Il y a ma mère plein de fois. Les gens sont venus, les Portugais sont venus s'installer en France, beaucoup pour par rapport aux conditions qu'ils avaient au Portugal pour vivre, qui étaient relativement pauvres et miséreuses, voire pour beaucoup d'entre eux, et que la France était l'occasion de pouvoir avoir un meilleur cadre de vie, un meilleur niveau de vie, et puis de fuir un état dans lequel la parole libre n'était pas possible. Et que, voilà, comme dans tout régime autoritaire, la liberté était quand même très restreinte. Alors bien sûr, ce n'était pas forcément le cas pour tous les Portugais qui sont arrivés aussi en France. Certains sont arrivés aussi, une fois que cette dictature est tombée, pour des raisons purement économiques et de travail, parce que les entreprises aussi régionales ici, nous, Michelin en particulier, sont allés chercher de la main-d'œuvre au Portugal. Je suis venu en 79 avec un passeport de touriste. Il était valable que 3 mois. Comme c'était pas encore Europe, nous étions obligés de nous arrêter à la frontière portugaise pour passer en Espagne. Comme il y avait trop de monde, le garde de frontière, il y avait trop de monde et demandait de passer. Comme c'était le train spécial et tout, moi j'ai venu avec une valise et un grand sac plastique avec une couverture que mes parents me donnaient, que me faisait froid ici, pour mettre dans le lit. Alors j'entre dans une gare, il y avait beaucoup de monde dans la gare, c'était sur terre, sur le train. Alors dans une autre gare, il s'arrêtait de nouveau le tram, pour les gens si vous voulez manger quelque chose, si vous voulez acheter quelque chose et tout.
Moi, j'avais que de l'argent portugais, pas un centime français. J'amenais quelque argent, mais tout portugais. Je ne savais pas que ça arrivait, que j'arrivais d'un voyage comme ça. Je venais juste pour faire la surprise et tout. La dame achetait un sandwich et mangeait et me demandait si je voulais un bout. Moi, j'avais faim. Mais j'avais honte de dire oui. Alors, on continue. Elle a dit, vous voulez? J'ai dit, non, merci beaucoup. Et j'ai continué. Arrivé pas loin du Puy-de-Dôme, envoyé le Puy-de-Dôme pour le train et elle me dit, le Puy-de-Dôme. Et moi, avec la tête, j'ai fait, oui. Oui. Et là, ça me donnait un peu de respirer un peu. Oui, il y avait une petite dame âgée là-bas vers moi qui c'était comme ma mère, Madame Bartelmoff, s'appelait. Ça a été ma mère en arrivant ici. Elle me gardait mes gamins et tout. Elle allait me faire les courses, tout. Oh. Je n'ai pas à me plaindre des Français, non. Peut-être 8 jours après, j'ai ramassé des pommes dans ces châteaux en bas. Il y avait une Espagnole qui habitait à côté de chez moi, qui travaillait là, qui me cherchait pour ramasser des pommes. Et puis quand elle m'a payé, moi j'avais de poche ni rien, j'avais un tablier. Elle a levé le tablier, elle l'a mis là dans la ceinture, elle mettait l'argent dans le tablier, je partais avec l'argent toute contente. Ah oui, comme ça, la vie, hein. On arrive à la gare. On arrive à la gare, la dame, elle sort, elle me dit, c'est là, Clermont-Ferrand. On peut sortir, elle est sortie, après je suis passée à l'entrée de Rouvourg. Et moi, j'ai dit comme ça, moi je veux sortir, je voulais appeler mon mari, je disais en français, je veux parler à mon mari, mais pas sous, je faisais comme ça. Pas sous. Et elle me dit comme ça, vous savez un numéro de téléphone? J'ai compris qu'elle me disait ça. J'ai dit oui, donnez-le. Et elle m'a amené à une cabine dans la gare, c'est pour mettre l'argent. Et elle m'a mis 50 centimes, je pense, 1 franc. Et moi, elle a dit un numéro. Et moi, je savais, pour la tête, ça faisait 3 mois, je disais vite, 87 20 51. Et elle a dit d'accord. Elle a fait un numéro, elle a mis l'argent, ça a commencé à sonner, elle a vu que ça sonnait. Et elle est partie, elle me dit, au revoir, bon courage. J'ai dit, merci beaucoup. Après, j'ai dit, attends. Moi, mon mari, sous. Quand mon mari venait, et qu'il donnait de sous, elle dit, c'est pas grave, au revoir. Il me dit, allô. Moi, j'ai dit, allô. J'ai dit, c'est vous, tonton? Et elle me dit, oui. Vous êtes où? Au Portugal? J'ai dit, non, je suis à la gare de Clermont. Non, je ne crois pas. J'ai dit, oui, je suis à la gare de Clermont. Alors, j'ai dit, vous pouvez appeler Sarafa pour venir me chercher à la gare? Et elle dit, je ne crois pas. Si. Vous direz à Sarafa que vient me chercher. D'accord, je vais le dire, pour partir vous chercher. J'ai dit, une place, elle dit tout de suite. Je savais que c'était pas près comme ça. J'ai dit, tout de suite. Il dit, d'accord, je vais le dire à Sarafa pour venir me chercher. Dans un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vu la voiture de Sarafa, de mon mari, qui arrivait à la gare. Quand j'ai vu la voiture, j'ai dit, c'est pas vrai. Ma mère, elle est quand même, elle a eu la plus grande surprise, c'est quand elle est arrivée en France et qu'elle a vu la maison. C'est parce qu'elle ne s'attendait absolument pas à ça, parce qu'il faut savoir que mes parents, mon père et ma mère, n'étaient pas malheureux au Portugal. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient des propriétés, ils avaient tout. Après, le pourquoi que mon père a décidé de venir en France, je ne le sais pas. Alors on dira que c'est la dictature, on dira que c'est les guerres en Afrique, les colonies. On dira que, moi je dirais plutôt que c'est le rêve. Je ne sais pas, je ne trouvais pas les mots. Non. Il y avait Madame Aubrin qui est encore là. Sur la route de Sabaza, c'est là que son fils fait paysan, oui. Elle m'a aidé beaucoup. Quand ça pleuvait, on faisait froid, elle allait me chercher les enfants à l'école et les amener. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne connaissais rien, j'entendais rien, ni rien, je ne comprenais pas les mots, ni rien. J'étais à la maison, je venais les petits à l'école, je venais les chercher. Et c'est comme ça, ma vie. Après, j'ai commencé à aller travailler chez David, aux pommes, aux patates, et tout. Il n'y avait pas de problème. Hein. Il y avait toujours des sous. On a eu la chance aussi, c'est d'arriver dans un village exceptionnel, le Blanza, avec un grand B. C'est un village formidable. J'ai souvenir de l'école. J'ai souvenir de l'école, la maternelle. La première chose qu'on a fait, moi j'avais 4 ans. La première chose que j'ai fait, c'est arriver dans cette cour d'école avec ses professeurs, avec Madame Osseille. On respectait tout le monde, le curé, il y avait le catéchisme, et puis surtout, pour moi et pour d'autres et pour mes frères, il y a eu le rugby, quoi. Il y a eu le rugby, ce sport collectif qui nous a fait découvrir Blanza, la France, les amitiés, les copains. Moi aujourd'hui, j'ai 66 ans, j'ai encore mes copains de maternelle qui sont là, mes copains du rugby qui sont là. Donc on a eu un village exceptionnel où il y avait une vie magnifique. C'était le plus beau village qu'on pouvait rêver. On a vécu dans le plus beau village de France.
Tout le monde était gentil pour nous. Tout le monde était très très gentil pour nous. Nous, la première chose qu'on a eue, c'est d'apprendre le français. La première chose, c'était ça, c'est apprendre le français. Voilà, nous, moi, il était hors de question que je parle le portugais dans la rue. Je parlais le portugais à la maison et encore, on essayait de parler pas trop pour que mes parents puissent apprendre le français, puisqu'ils pouvaient l'apprendre avec nous, par le biais de nous, de l'école et tout. Donc, on a appris le français, et puis après, dès qu'on a appris le français, on s'est intégré, on a vécu, et puis voilà, et puis après, on a fait le sport, les enfants, on a rencontré tous nos familles ici, on s'est tous mariés ici, et tout ça. Tout. Voilà. Donc, on a eu la plus belle vie dans le plus beau village grâce à mon père, qui a voulu venir ici, et à ma mère qui nous a élevés. Je pensais que je venais ici, qu'il y avait une meilleure vie. Comme c'était en France, tout le monde parlait que c'était mieux et tout. Moi, je pensais que c'était vraiment pas que j'ai vu quand j'arrivais. Alors, j'arrivais au fond du mois d'août 79 ici, j'ai parti à Mauvaise, à la maison de la belle-mère. La belle-mère travaillait, le bon-père travaillait et mon mari travaillait toute la journée. Moi, j'ai resté à la maison pour s'occuper du jardin de la belle-mère, de poules, de lapins, occupé de faire le ménage dans la maison et le reste du temps, j'ai travaillé à faire du crochet. Je ne savais pas parler, ni lire, ni écrire. Alors, le jour était long. À petit, j'ai commencé à parler un peu, à voir comment il faut parler et tout. Et je commençais à débrouiller tout seul. J'ai commencé à travailler un peu partout. Ça ne me tenait pas trop envie de rester ici. Comme j'avais toute la famille là-bas, que j'avais personne de mon côté ici, que j'étais tout seul, j'ai pensé de partir de nouveau là-bas au Portugal. Mais après que ma fille sont née ici, commençait à grandir, était à l'école, commençait à parler français et m'apprendre un peu français ici, j'ai commencé à me débrouiller tout seul. Maintenant, je suis contente de venir rester ici en France et j'aime bien ici en France. Ils se sont installés principalement à Blanza, c'est beaucoup sur le quartier de Serres, où, pareil, avec des maisons qui étaient plutôt, on va dire, vacantes, en tout cas, ou laissées un peu à l'abandon, qu'ils ont rénové, retapé, restauré, pour pouvoir y habiter décemment. Et, voilà, et redonner de la vie dans des bourgs qui en perdaient un peu, quoi. Voilà. Et après, il faut dire que ma mère est un personnage, parce que qui ne connaît pas la maille à Blanza? Tout simplement parce que, comme on était 8, tous les 2 ans, il y avait un enfant, donc elle a connu toutes les générations de Blanza. Et ma mère était très très accueillante, et je ne connais pas de gamins de Blanza qui n'ont pas couché chez moi, qui n'ont pas été accueillis par ma mère. Je ne connais pas de gens qui ne sont pas passés vers le terrain de Villejuif, vers le jardin là-bas, qui n'ont pas mangé une sardine avec mon père. Un dimanche, je ne connais pas. C'est une population, la population portugaise, qui s'est vite intégrée, même si, moi je me souviens qu'enfant, quand même, il y a quand même eu, pour les premières familles qui arrivaient, il y a quand même eu ce racisme qui existe, on va dire, avec toute population migrante qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Et je me souviens que ça n'a pas forcément, je pense, pour eux, toujours été facile, avec, comme dans tout rapport à une population nouvelle qui arrive, voilà, des noms d'oiseaux qui étaient utilisés pour les qualifier, des clichés qui étaient faits pour quand on évoquait cette population-là, la population portugaise. Donc ce racisme, il a quand même existé. Par contre, il a été entre guillemets, de courte durée. Il n'a pas perduré dans le temps, parce que je pense que la culture portugaise était quand même très proche de la nôtre. La barrière principale par rapport à la population migrante portugaise, c'était la langue. Bon, je l'ai connue ici, on est comme des sœurs. Ça fait 40 ans que vous êtes comme ma mère. Oui, vous êtes comme ma soeur. Non, vous êtes comme ma mère. On parlait beaucoup d'elle, de Madame Fartaria, tout le monde la connaît, comme ici, je l'appelle la mère, beaucoup de gens qui l'appellent ma mère. Et alors, je la connaissais ici. On va aux champignons tous les deux, avec Sarafin tous les ans. On rigole, on mène la casse-croûte pour manger là-bas. Je dis des bêtises, je chante en portugais quand on s'arrête pour manger la casse-croûte. Blanza, un peu partout, je faisais des jardinages et j'ai fait ma vie ici. Je suis contente de
faire vivre une petite famille. J'ai deux filles, deux petits-enfants. Je suis contente, heureuse de rester ici. Mais aujourd'hui, c'était très, très, très dur. On fait plusieurs choses. On fait beaucoup de calvaire. C'est des joues fourragées sur laquelle on nos vaches. Coupées, j'ai une machine coupée bien fine comme des fils de cheveux, comme cheveux, oui. Et après, je fais cuire des patates avec des oignons, des carottes. Je mets de l'huile d'olive. Et puis, je passe tout en purée, un purée liquide. Après, je mets les choux, qui c'est le calvaire. Mes enfants, ils adorent ça, les petits-enfants. Et les rondelles de saucisson portugais. C'est très, très bon. Moi. Ah ouais, c'est très, très bon. Je les fais ici, les saucisses portugaises. Moi, je la viande, je les coupe, je les mets à macerer. Après, je les fais sécher sur un séchoir vers une cheminée que j'ai. Ah ouais, oui. Elle a fait le saucisson portugais. Aujourd'hui, on va préparer ma feijoada à la façon que ma maman m'a montré, hein, de mes souvenirs. Et particulièrement avec de la viande fumée, c'est plutôt dans la région du nord du Portugal, là où je monte. Voilà, ça commence à chanter. En fait, de faire dorer la viande, ça va libérer les sucres un petit peu, ce qui va apporter un goût supplémentaire, le bon goût de fumée en fait. L'oignon. Si on n'aime pas l'oignon, on ne va pas au Portugal. Donc, si tu veux cuisiner pour tes amis, tu sauras maintenant qu'il faut de l'oignon, pas mal d'oignons, de l'ail, de l'huile d'olive, c'est primordial, de l'haricot, tu peux prendre toutes sortes de haricots. Moi, j'ai pris les petits haricots frades parce qu'ils sont mignons, je les aime bien, ils se tiennent bien, ça fait un peu plus... je trouve que ça fait un peu plus chic. Et donc, de la viande. J'ai pris pour cette recette, j'ai pris museau, donc tête de cochon fumé séché. J'ai pris un chorizo fumé aussi, plus une rouelle de porc et des pieds de porc, du cochon. C'est la base de la nourriture portugaise, c'est le porc. Donc ensuite, tu fais revenir tes oignons avec ton chorizo tranché, des belles tranches de 2 bons centimètres. Une fois que c'est bien doré, tous les sucres sont ressortis, tu rajoutes donc le bouillon, parce que tu as pré-cuit ta viande, tes haricots, le bouillon de viande que tu verses généreusement, hein, faut que ça déborde, plus tes haricots, qui sont aussi, pour ma part, je les ai pré-cuits, hein, sinon ça met très longtemps. J'aime particulièrement faire la feijoada avec ce qu'on appelle au feijão frade. C'est les haricots aux yeux noirs que j'ai fait gonfler, pré-cuire. Allez. Une fois que tout ça a bien mijoté, sel, poivre, bon, un petit peu de laurel, comme je disais tout à l'heure. Une fois que tout ça a bien mijoté, une bonne demi-heure, tu rajoutes ensuite ta viande. Un petit bouillon, tu recouvres encore du bouillon. Et tu relaisses mijoter longtemps. Voilà la base de ma recette à moi que ma maman nous avait montré quand on était plus jeune. Donc là, on va préparer une petite soupe au chou, le plat favori des Portugais. Et donc, pour le caldo verde, il faut tout simplement beaucoup de pommes de terre, de la pomme de terre farineuse. Pour ma part, je vais faire venir l'oignon d'abord, avec
Ensuite, j'ai mis le chorizo. On peut mettre une tranche de lard, peu importe, pourvu que ce soit du porc, du cochon. Ensuite, une fois que tout ça a bien cuit, moi je fais une écrasée, vite fait. Et l'ingrédient final, c'est le chou tranché fin. Donc tu en mets pas des tonnes non plus. Tu en mets une bonne poignée. Et tu laisses cuire encore 10 minutes, c'est tout. Et c'est prêt à être servi. J'adore ça, mes enfants. J'adore le manger portugais que j'ai fait. Oh là là. Puis ils disent à tout le monde, je vais manger chez ma mère, je mange la soupe portugaise. Et des fois, ils amènent des clients. Ah oui, ils sont tous comme ça. J'aime bien. La maman, c'est quelque chose. Des belles filles, hein. Je les adore et moi aussi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, j'ai jamais eu. Donc, je suis Simone Veloso, créatrice en bijoux textiles et en prêt-à-porter féminin. Ben moi, en fait, quand j'étais petite, j'étais pas très scolaire. Donc, on m'a vite proposé d'intégrer la section éducation spécialisée. Et à l'âge de 12 ans, on me demande de choisir entre deux métiers, la cuisine et la couture. Et en fait, j'avais le souvenir de ma grand-mère qui était couturière et qui coupait des vêtements sur son lit. J'étais bluffée quand j'allais au Portugal. Et donc, j'ai opté pour la couture. Et alors, c'est pas moi qui ai choisi, hein, finalement, c'est le destin qui a fait qu'aujourd'hui, je suis couturière, mais aussi grâce à une rencontre, un professeur qui est passionné de couture et qui m'enseigne, et qui décèle en moi un potentiel et qui m'emmène dans un lycée professionnel à Marie-Laurencin, où je reste 7 ans jusqu'au bac artisanat et métiers d'art. Ensuite, j'intègre mon envie d'aller plus loin dans la technicité du vêtement, mais n'ayant pas les moyens, les écoles très onéreuses, en fait, j'opte pour une formation à l'Académie internationale de coupe à Paris. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la maison Haute Couture Lacroix. Alors, la ligne, elle se décline en deux, c'est-à-dire qu'il y a le bijou, qui est vraiment un lien avec le tissu de folklore traditionnel portugais. J'ai grandi dans ce milieu-là et moi, l'idée, c'est vraiment de garder ce lien d'attachement à mes racines et ça me fait vibrer, quoi. Voilà, ça... Donc le bijou, lui, il est joyeux, il est festif, il est coloré. On peut être festif et en même temps chic à la fois. Ça peut être classe, voilà. Et le vêtement, lui, c'est plus une éloge à la liberté du corps, au mouvement libre, aucune contrainte, et plutôt dans des matières nobles, voilà, intemporelles. En fait, le lien que j'ai dans ma créativité, c'est ce lien d'attachement qui me nourrit, en fait, ce lien d'attachement à ce tissu de folklore traditionnel portugais et qui m'anime à créer tous les jours. Après avoir échangé avec beaucoup de jeunes Français d'origine portugaise, que souvent c'était une génération qui découvrait en fait l'immigration de leur famille sur la région, ils avaient peu d'éléments en fait sur l'histoire de leur famille, pourquoi ils étaient venus ici, comment ça se passait au Portugal, qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient immigré. Et que ces jeunes aujourd'hui sont plus en recherche d'histoire et de questions que ne l'étaient les générations qui sont arrivées, où souvent on parlait peu de ce départ, de ce qui avait engendré le fait de quitter son pays pour venir s'installer ici, et que c'est des histoires qui restaient derrière chez eux et qui étaient peu partagées. Et aujourd'hui, les jeunes sont en demande plutôt de ça, de découvrir cette histoire. Qu'est-ce qui a fait que leurs familles sont venues s'installer ici? Donc mes parents sont arrivés de façon complètement différente en fait en France. Si on commence par ma mère par exemple, en fait c'est son père qui a postulé parce que le gouvernement français avait émis des offres d'emploi entre guillemets, je ne sais pas s'ils appelaient ça comme ça à l'époque, mais ils avaient émis des possibilités pour venir travailler en France et en fait ils avaient proposé à des ouvriers au niveau du Portugal de s'inscrire comme un programme et de leur faciliter finalement leur arrivée en France. Donc mon grand-père a fait ça
Et il a travaillé dans une entreprise qui s'appelle la Sacer et il s'occupait en fait d'être dans les routes. C'est les entreprises qui mettaient du goudron à l'époque sur les routes. Donc ils avaient besoin de beaucoup de monde, voilà. Et comme mon grand-père est venu donc au début des années 60 dans ce cadre-là, il a pu faire venir donc dans un second temps sa femme et faire venir donc ses enfants, donc ma mère et son frère, mais avec des papiers. Donc en fait, lorsque ma mère est arrivée en France avec sa mère et son frère, ils avaient des papiers d'identité déjà, ils avaient un logement parce que du coup mon grand-père était déjà en France depuis un certain temps. Le seul dépaysement était au niveau de la langue, mais même pour ça, le gouvernement français avait prévu en fait des dispositifs. Et ma mère qui est arrivée en France à l'âge de 18 ans, elle a participé à un programme scolaire, entre guillemets, pour adultes. Et tous les soirs, elle avait des cours du soir. Et elle a appris à lire et à écrire français. Et son frère aussi. Et ce qui a été super, parce que finalement, c'est les enfants qui se sont retrouvés à continuer à faire les démarches administratives pour les parents. Ma grand-mère et mon grand-père ont eu plus de difficultés à parler français. Ils ne savaient pas l'écrire, mais ils le parlaient. Et du coup, c'était les enfants qui avaient ce relais-là. Et mon père, lui, est arrivé, sans papier, et il est arrivé en clandestin. Donc, lui, il est venu à pied, et il a traversé, alors à pied. Il a eu des transports, parce que je sais qu'en Espagne, pour quitter le Portugal, c'était à pied, la frontière, parce qu'il passait par les montagnes, parce qu'il est arrivé dans un contexte où c'était le régime de Salazar, donc le dictateur qui était en place. Et pour les gens qui souhaitaient partir, c'était la prison, hein, pour ceux qui se faisaient attraper, voire pire. Et donc, il a fait son service militaire quand même au Portugal. Et quand il est revenu après 3 ans de service militaire en Angola, il a vite compris que le gouvernement ne changerait pas et que ça allait être compliqué. Et du coup, pour espérer avoir une meilleure situation, il est venu comme ça, par la montagne. Et il y avait des passeurs, tout simplement. Donc, il avait économisé de l'argent. Il est venu avec son petit frère. Et après, il est venu directement sur Clermont-Ferrand parce que le passeur avait des contacts à Clermont-Ferrand. Et du coup, pareil, il cherchait des ouvriers pour aller travailler dans les travaux publics. Mon père, il a été embauché dans les travaux publics. Et il est resté dans cette entreprise-là toute sa vie, jusqu'à la retraite. Il y avait cette recherche et je me disais, c'est l'occasion peut-être de faire un éclairage sur cette communauté qui est présente, nous, ici, sur la commune. Et peut-être d'inciter les jeunes à avoir des éléments de réponse aussi et de connaissances sur le... Parce que dans le cadre des escapades portugaises, ce que l'on souhaitait célébrer, c'était la communauté dans son entièreté et aujourd'hui aussi avec leurs festivités, leur culture. On a tout le temps très bien parlé français avec ma mère et même chez nous, on est une famille, on parle tous français quand on se réunit. Et c'est vrai que mes parents ne nous ont pas forcément appris à parler que portugais quand on était au sein de la maison. Et c'est vrai que les enfants, les petits-enfants, du coup, ma mère, elle leur parlait tout le temps, leur parle tout le temps français. Et c'est vrai que ça n'a pas aidé. Alors que c'est vrai que j'ai des amis qui ont peut-être la barrière de la langue qui a été plus dure. Et du coup, ils parlent beaucoup portugais avec leurs parents. Et de fait, les enfants, les petits-enfants ont appris, même s'ils n'ont pas tout le vocabulaire, ont une oreille plus ouverte sur la langue. Je m'appelle Claudia Costa, je suis fadiste, chanteuse de fado. Ça fait maintenant 19 ans que j'en fais mon métier. Et le fado, je l'entendais, je l'écoutais en famille, je suis d'origine portugaise, mais je me suis jamais dit je vais être fadiste ou chanteuse de fado. Et c'est venu à la suite de passer plusieurs castings et à la fin on me disait on peut pas te prendre parce que tu as trop de fado dans la voix, il y a ce vibrato, ce peuple dans la voix, ce que Michel Fugain m'a dit un jour pour un casting. Et je me suis dit, lors d'un énième casting avec Pascal Sevran, où il présentait des artistes le samedi midi, j'ai chanté un fado. Et je me suis dit, est-ce que ça va passer ou pas? C'est vrai que c'est assez spécial. C'est une langue portugaise, sur une émission comme ça où on chante plutôt du français. Donc c'est passé vraiment incroyablement bien. Il m'a dit merci mademoiselle, vous m'avez fait du bien aux oreilles. Et depuis ce jour-là, on se cherche toujours, que ce soit dans les études, professionnellement et dans la musique, c'est un peu pareil. Et j'ai trouvé ma voix là-dedans. Já terás poemas feitos de tristeza, cansados escolhe a rima mais bonita e deixa esquecida sobre a mesa, cansado
Je suis née au Portugal, je suis originaire du sud, de l'Algarve. Et je suis venue en France, j'avais 7 ans, avec mes parents. Mes grands-parents étaient déjà là, donc famille d'immigrés. Et puis après, donc j'ai fait ma scolarité ici. Mes parents ont voulu repartir au Portugal de mes 12 à mes 15 ans. Ça n'a pas marché, on est revenus. Et ça a été tout le temps comme ça, voilà, entre la France et le Portugal, entre deux mondes, entre deux cultures. Et c'est pour ça justement que autant le côté français et que le côté portugais m'habitent véritablement. Seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Vamos lá! Le fado, c'est un style ancré, comme l'est le flamenco ou le jazz ou le pur manouche. Ce sont des poèmes chantés, interprétés par la guitare portugaise à 12 cordes et accompagnés par la viola, donc la guitare classique. Et voilà, donc ça fait partie du patrimoine immatériel maintenant de l'humanité à l'UNESCO. Et c'est surtout, enfin, dans tout le Portugal, on peut chanter le fado, mais c'est vrai que c'est originaire de Lisbonne. C'est un spectacle où je fusionne pas mal de chansons françaises, puisque c'est quelque chose qui m'habite aussi. Ça fait partie aussi de mes références et de mon ADN artistique, on va dire. J'adore, j'ai vraiment un amour profond pour la chanson française, les chansons à texte. Et pas de mélanger, mais de fusionner ça avec le fado, c'était juste une évidence. Et quand je pense concert, c'est évident qu'il y ait et de la chanson française et du fado. Ce sont deux choses qui m'habitent réellement. Et je pense que c'est bien de le faire, quoi. C'est bien d'être vrai et c'est ma vérité. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, avec moi, la bohème. On était jeunes avant, on était fous. La bohème, la Le folklore, c'est quelque chose qui se danse. Le fado, c'est plutôt quelque chose qui s'entend et qui se ressent. On peut bouger un petit peu, mais c'est vrai que le folklore, ça fait partie aussi du drapeau du Portugal, donc c'est les danses traditionnelles portugaises. Pour moi, qu'il y ait des municipalités qui s'intéressent à ces Portugais, alors on a l'impression qu'ils sont invisibles, mais pourtant ils sont là, vous voyez, ils sont là. Hein. Donc il faut juste de temps en temps les sortir un petit peu. Ça, ils ont un petit peu de mal, mais en fait ils sont présents. Et quand c'est du folklore, nous, ils sont toujours là, quoi. Donc on savait qu'ils allaient adhérer. Donc on les a attendus, on est arrivé à 18h30, mais on les a attendus jusqu'à 20h, parce qu'on savait qu'à 20h ils seraient là. Et c'est eux qui ont redemandé à ce qu'on redanse. Donc c'est ça, vraiment
C'est tous ces moments de partage avec cette communauté portugaise. Mon rêve, c'était de devenir comédien. Donc un jour, je suis monté dans une école de théâtre à Paris, l'école Claude Mathieu. J'ai fait 3 ans et depuis, j'ai la chance de vivre et de réaliser mon rêve, raconter des histoires. Et du coup, depuis quelques années, je me suis mis à raconter des histoires sur mon pays d'origine. J'aimais bien ça a bien pris, ça a bien marché. Aujourd'hui, j'en suis à un 3e one-man show. Portugal, voyage au centre du monde, un aller-retour France-Portugal en voiture pour remplir le coffre de soleil et de rire que j'ai le plaisir de venir présenter ici, à Blanza. Mon père, quand il revient dans son pays, il devient un playboy. Ah bah oui, il baisse la vitre, il met le coude et il conduit comme ça. En fait, c'est simple. Mon père en France, c'est un communiste, il arrive au Portugal, c'est un capitaliste. Une chose dont je me souviens beaucoup, et c'est plus un souvenir général, c'était la notion de liberté qu'il y avait en allant en vacances au Portugal. En France, on avait le droit de rien faire, nos parents avaient peur pour nous. Arrivé au Portugal, surtout dans le nord, dans le village de mon père, Paramio, juste à côté de Bragança, parce que quand je dis qu'on était de Bragança, c'est la grande ville de là-bas. Mais juste à côté, en fait, il y a un petit village, et nous, on est du petit village. Le petit village, si on allait tout droit à Bragança, c'est 15 minutes. Mais comme il y a les routes, on met 2h15. Et je me souviendrai toujours une fois, j'étais enfant, j'avais 12, 13, 14 ans, et j'étais parti très tôt le matin avec mon cousin, et on a été faire du braconnage. On chassait les oiseaux, et c'était comme dans les livres et les films, Le château de ma mère, La gloire de mon père, toutes ces histoires, ces livres de Pagnol. Et ça m'a marqué de vivre comme si j'étais dans un livre, mais en vrai, chaque mois d'août. Et après, on lisait toutes ces histoires avec mes camarades de classe à l'école, et moi, dans ma tête, je me disais, putain les gars, si vous saviez, moi ça, je l'ai vécu en vrai. La saudade. La saudade, pour moi, les amis, c'est un des plus beaux mots de la langue portugaise, si ce n'est le plus beau. Et souvent, Alban, saudade, c'est traduit en français par nostalgie, ou bien alors tristesse. Mais les amis, on est d'accord que la saudade, c'est pas ça, non hein? Non, la saudade est muito mais do que isso, c'est beaucoup plus que ça. La saudade, c'est tout ce qu'il nous reste quand on a tout perdu et qu'on ne peut exprimer qu'avec une larme que l'on sèche avec un rire. Et moi, j'ai grandi au milieu de la saudade. J'ai grandi en allant chaque été de chaque mois d'août en vacances au Portugal avec mes parents, para matar saudades, Alban. En fait, j'ai plein de bons souvenirs du Portugal parce qu'on parle souvent de cette nostalgie ou de saudade, entre guillemets, quand on parle du Portugal. Et c'est vrai que je l'ai, quand je pars en vacances là-bas, j'ai vraiment l'impression de... C'est une attache vraiment particulière quand j'arrive au village, quand on monte l'allée et les filles longs du coup, parce que je leur ai transmise, on arrive dans l'allée qui est pavée du village, la découverte, et du coup on a toujours gardé cette idée-là. Et moi, depuis toute petite, c'est vrai que mes souvenirs, c'est le voyage pour aller au Portugal avec mes parents, la péripétie, tout ce qui nous arrivait, et puis bon, c'était long, puis les préparatifs. Arriver là-bas, c'était de revoir mes grands-parents, parce qu'eux étaient retournés vivre au Portugal, donc on les voyait que quand on partait en vacances. Et après, c'était un moment convivial où il y avait toute la famille qui se réunissait, où on faisait des repas, où aussi les fêtes religieuses, quand on était petite, avaient de l'importance parce que c'était un moment où tous les gens du village se retrouvaient, où tout le monde participait,
où finalement on découvrait un peu cet aspect-là aussi du Portugal plus pratiquant, avec des chants, avec des messes, et avec tout l'aspect festif où il y avait des préparations de repas, où c'était la fête. Et oui, et puis où toute la famille se réunissait, donc ça c'est assez typique de mes souvenirs d'enfance. Je suis né en France, je me suis toujours considéré comme français, mais en même temps j'allais tous les étés au Portugal, je parlais le portugais. C'est mes grands-parents qui m'ont élevé lorsque j'étais petit, surtout ma grand-mère maternelle. Donc jusqu'à 3-4 ans, moi je parlais que portugais. Et c'est en arrivant à l'école française, en maternelle, que j'ai commencé à apprendre le français. Donc il y a toujours eu ce questionnement, et puis après en grandissant, on était aussi les Portugais, puisqu'on était les enfants d'immigrés, nos parents n'étaient pas français, ils avaient des cartes de séjour. Donc vis-à-vis de tout le monde, on était toujours les Portugais, on était entre copains portugais, parce qu'on allait au catéchisme ensemble, on allait au football ensemble, dans le club de l'association sportive portugaise. Bref, on faisait plein de choses entre Portugais, parce que nos parents ont toujours vécu avec l'idée d'un jour retourner au Portugal. La France ne devait être qu'un passage. Mais après, comme je dis dans le spectacle, on est devenus les ancres de nos parents. Donc, est-ce que ça a été difficile de vivre avec ses origines, de subir parfois une espèce de mise à l'écart ou autre? Oui, ça certainement, inconsciemment, et en même temps, j'ai toujours fait fi de ça. Parce que moi, assez vite, je me suis senti les deux. Alors raconter des histoires, monter sur scène depuis toujours. Je m'enfermais dans ma chambre ou dans les toilettes, moi, c'était ma grande spécialité. Et je passais des heures dans les toilettes et je me racontais des histoires avec 1001 personnages. À chaque fois, ma mère venait toquer à la porte, fait « José, ça va, t'es pas malade, tout va bien ?» Rabord, chez nous les Portugais, ça veut dire que le plus difficile, c'est pas de remplir la bagnole. Non, le plus difficile, c'est nous de rentrer quand elle est remplie. Et du coup, j'ai quand même pris mes premiers cours de théâtre en cachette. Par rapport à mes parents, parce que voilà, je viens d'une famille où il n'y avait pas de métier artistique, il n'y avait pas d'artiste. Donc j'étais le premier à me lancer là-dedans. Donc j'ai voulu préserver ce secret. Et assez tôt, j'ai pris cours de théâtre en cachette, j'ai commencé à faire des spectacles. Puis après, un jour, je me suis lancé et je me suis dit, pourquoi j'aurais pas le droit de devenir comédien comme n'importe qui en fait? Parce que peut-être j'avais quelques barrières aussi, mais pas que les autres m'avaient mises. Peut-être moi, inconsciemment, parce que personne ne m'avait jamais dit tu peux pas être comédien parce que tu es d'origine portugaise. Non, c'est des barrières qu'on se met inconsciemment. Bah oui, parce que nous, Alain, on va traverser 3 pays. La France, l'Espagne et le Portugal. Un porte-monnaie pour la France et les francs, un porte-monnaie pour l'Espagne et les pesetas, et un porte-monnaie pour le Portugal et les escudos. Les amis, vous avez remarqué que plus on avance dans le voyage, moins ça vaut quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui viennent non seulement du Portugal, mais aussi liés à la lusophonie. Après, une deuxième part de public qui est de plus en plus importante, c'est tous les couples mixtes. Aujourd'hui, on est en France, on vit en France, tu es en France, tu es marié avec une Française. Ben voilà, on est de plus en plus nombreux à non seulement conserver cette origine portugaise, mais aussi à accepter pleinement d'être aussi français et de se marier, de vivre avec une personne qui n'est pas forcément d'origine portugaise. Donc ça peut être une Française, ça peut être quelqu'un d'origine algérienne, marocaine, tunisienne. Et voilà, tout ça, ce sont des couples mixtes avec double, voire triple culture. Et ils sont de plus en plus nombreux à venir au spectacle. De plus en plus, le public comprend, et c'est ce que je voulais au départ, que si j'enlève le titre Portugal du spectacle, Portugal voyage au centre du monde, en fait, voyage au centre du monde puisse parler à tout le monde. En tout cas, à tous ceux qui ont fait un jour ou l'autre un voyage pour aller en voiture sur les terres de leur enfance, sur les terres de leurs racines. Du coup, mon papa, il avait caché l'aguardente, tout ça, dans les garrafons de 5 litres. En verre, recouvert de plastique blanc, imitation paille. 2 garrafons de 5 litres chacun, 10 litres d'acide. Et ils les avaient mis où? Sous les genoux de José. Pourquoi c'est toujours moi? Et je vois que cette caisse de résonance, elle est en train de fonctionner. J'ai toujours pensé ce spectacle comme si c'était mon histoire, mais de façon à ce qu'elle ne devienne jamais personnelle, mais essayer de lui trouver une dimension universelle. Et du coup, aujourd'hui, le public, de plus en plus, comme c'était le cas hier pour la première représentation dans la salle à Muscat, je pense que très sincèrement, il y avait, quand j'ai demandé tous ceux qui parlent portugais, tous ceux qui ont déjà été au Portugal, je pense qu'on avait 2 tiers de salle. Mais il y avait 1 tiers qui ne parlait pas du tout portugais, qui n'avait rien à voir avec la culture portugaise. Donc voilà, petit à petit, ça y est, les gens commencent à comprendre que ce spectacle, en fait, est plus universel que communautaire. Et à la Muscade, pour faire un voyage, aller-retour France-Portugal en voiture, pour remplir le coffre de soleil et de rire, c'était complet, et il y avait un public de folie! Merci Rosa!
pas aborder que, au travers des escapades, que la question de l'immigration, de la Révolution portugaise, mais essayer d'une façon un peu plus large d'aborder des éléments spécifiques de la culture portugaise. Si moi je vais dehors de la France, je ne peux pas. Je vais au Portugal, mais 8 jours, 10 jours, ça me suffit. Je pense ici. C'est bien que je laisse toute la famille ici. Oui, elle a des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai la une soeur et 2 enfants, c'est tout. Autrement, j'ai personne d'autre. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais. Comme on nous a toujours dit, il faut bien se comporter, on a un petit peu oublié qu'on était portugais. Voilà, on l'a un peu mis de côté ça, parce qu'on voulait être un peu comme les Français. Voilà, on voulait copier comme les copains français, ils ne faisaient pas comme nous, donc, et on a un petit peu mis de côté. Et c'est en grandissant après que tu te dis, mais finalement on avait une richesse, et on l'a un petit peu oublié. Português regressa ao seu país natal.